La plupart des femmes sur ces photos ont disparu sans laisser de traces. Elles ont toutes posé pour un photographe qui renvoyait l'image d'un homme séduisant et charismatique, habile avec la jante féminine. Rodney Alcala était un véritable charmeur. À aucun moment, elle ne se sentait en danger. En réalité, il cachait bien son jeu. Je peux vous prendre en photo, les filles? Cet homme, c'était le diable en personne. Rodney Alcala a fixé sur la pellicule un nombre considérable de femmes. C'était ça sa stratégie. Il se baladait en voiture et interpellait des femmes en se faisant passer pour un photographe en reportage. Puis, il les assassinait sauvagement. Elle ne s'y attendait absolument pas. Il aimait regarder la vie s'éteindre lentement dans leurs regards. Puis il les lâchait et les laissait revenir à elle avant de recommencer. Les violences sexuelles et les tortures reprenaient de plus belle. Il prenait plaisir à tuer. C'était un meurtrier sadique et sans pitié. Cet homme était vraiment complètement déséquilibré. Son apparition dans un jeu télévisé populaire aux États-Unis l'a rendu célèbre. Bienvenue dans The Dating Game. Ce tueur en série a participé à un célèbre jeu télévisé et il a gagné. Le célibataire numéro 1. Alors qu'il comparaît enfin devant la justice pour les atrocités qu'il a commises, un grand nombre de clichés sont découverts, mettant en scène d'autres victimes potentielles. Les policiers ont mis la main sur près de 1700 clichés, principalement de femmes et de jeunes filles. On ne connaît pas leur identité et on ignore ce qui leur est arrivé. On n'a que ces photos prises dans un appartement ou un champ. Pendant plusieurs décennies, les autorités se sont demandé qui étaient les personnes non identifiées sur les photos prises par Rodney Alcala. Que leur est-il arrivé? Ont-elles réussi à lui échapper? Ou sont-elles les victimes oubliées du tueur en série connu comme le Dating Game Killer? Je reste convaincu que Rodney Alcala a fait d'autres victimes qu'on n'a pas encore identifiées. Plusieurs centaines de clichés ont été découverts. Les femmes qui y figurent restent en majorité inconnues et non identifiées. On ignore si elles sont encore en vie, portées disparues ou si elles ont été assassinées par le photographe et tueur en série Rodney Alcala. Ce que l'on sait, c'est qu'elles ont toutes posé pour lui et que certaines ont trouvé la mort. Qui sont ces mystérieuses inconnues? Comment sont-elles tombées sous le charme de cet homme, ancien candidat d'un jeu télévisé? Bienvenue dans The Dating Game. À première vue, cet épisode de The Dating Game, un tourné-manège américain, est une simple émission de télé rétro des années 70. Mais à l'époque du tournage, en 1978, Rodney Alcala, le célibataire numéro 1, cache un lourd secret. Rodney Alcala a été l'un des tueurs en série les plus actifs ayant jamais sévi aux États-Unis. Au moment où Rodney Alcala participe à The Dating Game, il a déjà tué plusieurs femmes et purgé une peine de prison après avoir violé et tenté d'assassiner une fillette de 8 ans. Bien qu'étant fiché en tant que délinquant sexuel, il n'hésite pas à s'inscrire pour participer au célèbre jeu télévisé. Les organisateurs de The Dating Game ne vérifiaient pas les antécédents des candidats. Ça ne se faisait pas à l'époque pour ce genre d'émission. Un photographe à succès qui s'est révélé quand son père l'a surpris dans la chambre noire. Quand j'ai regardé cet extrait, je me suis dit, c'est pas possible, elle ne va pas le choisir lui. Évidemment, c'est le célibataire numéro 1. Le célibataire numéro 1. J'étais complètement atterré. Un tonnerre d'applaudissements pour Rodney Alcala. Rodney Alcala était très imbu de lui-même. C'était l'exemple même du psychopathe narcissique. Félicitations à vous. Après sa participation à The Dating Game, Rodney Alcala commet une nouvelle série d'agressions et de meurtres avant d'être finalement arrêté puis condamné à mort. En plus de 20 ans, j'ai poursuivi en justice certains des pires délinquants sexuels et des pédophiles très dangereux. Mais là, j'ai vraiment été confronté au mal absolu. Rodney Alcala est décédé en prison en 2021 après plusieurs dizaines d'années d'incarcération. Mais plusieurs affaires non classées ont pu être résolues grâce aux centaines de photos qu'il a prises au fil des ans. Il abordait des jeunes filles
et leur proposait de les photographier. Il les flattait en leur disant qu'elles étaient vraiment très belles. C'était son moyen de les appâter, pour ensuite réussir à les prendre en photo. Pour les enquêteurs, le plus troublant est cette collection de clichés qu'Alcala avait dissimulés dans un box à Seattle et qui semble indiquer qu'il aurait pu faire de nombreuses autres victimes. Découvertes en 1979, ces photos restent à ce jour une énigme, à l'instar de l'odieux criminel qui les a prises. Je reste convaincu que Rodney Alcala a fait d'autres victimes qu'on n'a pas encore identifiées. Il est plus que probable que ce soit le cas. Rodney Alcala est né en 1943. Apparemment, il a eu une enfance des plus normales. Il a été élevé par sa mère. Il a grandi dans un foyer bien tenu et n'a pas subi de mauvais traitements. Il avait tout pour lui. Il avait une petite amie. Il avait gagné un prix en cross-country. Il faisait partie du comité de l'album de promo. C'était un peu l'adolescent américain modèle. Après avoir obtenu son bac, Rodney Alcala rejoint l'armée des États-Unis en 1961. Il s'inscrit à un programme de formation en Caroline du Nord. Son engagement militaire sera de courte durée. Il tombe dans ce qui semble être une grave dépression nerveuse. « 1963. Un soir, alors que la mère d'Alcala est en train de préparer le dîner, elle reçoit une visite inattendue de son fils. Il a déserté et est rentré en stop à Los Angeles, en Californie, depuis Fort Bragg, en Caroline du Nord. Alcala se rend finalement de lui-même aux autorités militaires. Un psychologue de l'armée lui conseille alors de se faire hospitaliser en soins psychiatriques. Le commandant de Rodney Alcala a rédigé un rapport le concernant, qui s'est avéré prémonitoire. Cet homme est égoïste et manipulateur. Ses propres désirs et son profit personnel priment sur le reste. Il avait déjà établi son profil psychologique alors qu'Alcala était encore très jeune. L'état de santé de Rodney Alcala ne pouvant pas lui permettre de remplir ses obligations militaires, il est réformé en 1964. Peu après, il s'inscrit à l'école des beaux-arts de l'Université de Californie à Los Angeles pour tenter de réaliser son rêve de devenir photographe. C'est un étudiant brillant qui obtient son diplôme d'art plastique en 1968. Un jour d'automne de la même année, alors qu'Alcala roule le long de Sunset Boulevard à Hollywood, la jeune Tali Shapiro se rend à pied à son école tout près de là. Tali Shapiro était une jolie petite fille qui vivait avec ses parents à Hollywood et fréquentait une école publique. La petite fille sait qu'elle ne doit pas parler à des inconnus. Mais Rodney Alcala va ruser pour la piéger. Il lui a dit « Ne t'inquiète pas, je connais tes parents ». Il a gagné sa confiance en l'amenant à penser que s'il connaissait ses parents, qu'il n'y aurait pas de problème. Et il l'a convaincu de monter en voiture. De l'autre côté de la rue, un automobiliste du nom de Donald Haynes assiste à la scène. D'emblée, il trouve cela étrange et décide alors de suivre la voiture jusqu'à l'appartement d'Alcala. Il les a vus sortir de la voiture et entrer dans l'appartement. Tout de suite, il s'est dit qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il a appelé la police en leur disant « Il y a un type qui est entré chez lui avec une petite fille, c'est bizarre ». Et comme dans une superproduction hollywoodienne, 2 agents ont débarqué et ont frappé à la porte. Derrière la porte, Rodney Alcala explique aux policiers qu'il est en train de s'habiller après avoir pris une douche. Mais en entendant un gémissement de douleur, les agents décident d'intervenir. Ils ont enfoncé la porte. Ils sont entrés. Alcala s'était déjà enfui en passant par derrière. Tali Shapiro est retrouvé par les policiers avec une barre en acier qui lui écrase le cou. Alcala a tenté de l'étrangler. Il tente de lui faire reprendre ses esprits. Il a kidnappé une petite fille de 8 ans qui se rendait à l'école. Il l'a violée et l'a laissée pour morte. L'agent de police qui est intervenu a dû faire un choix, porter assistance à la victime ou rattraper le coupable qui s'était enfui par la porte de derrière. Il a préféré sauver la fillette.
En tant que procureur, on poursuit en justice des personnes malveillantes, des gens qui commettent des actes répréhensibles. Pour moi, tous les criminels ne sont pas diaboliques, mais cet homme l'était, c'est certain. Tali Shapiro a été emmenée d'urgence à l'hôpital et elle a survécu. De fait, la police avait l'identité de l'agresseur et savait où il habitait. On a donc saisi toutes ses affaires. Les enquêteurs découvrent des appareils photos, des trépieds et des dizaines de clichés d'adolescentes. Ils trouvent également la carte d'étudiant de Rodney Alcala pour l'Université de Californie à Los Angeles. L'inspecteur de police de Los Angeles, Steve Odell, mène des recherches approfondies pour tenter de débusquer le photographe en fuite. Il commence par interroger tous ceux qui ont côtoyé Alcala à l'université. On a frappé à toutes les portes. On a vérifié toutes ses dernières adresses connues, mais il semblait s'être volatilisé. On est allé voir l'un de ses professeurs à l'université. Je lui ai dit « On recherche Rodney Alcala ». C'était l'un de vos étudiants. On a un mandat d'arrêt contre lui pour abus sexuels sur mineurs, agression et tentative de meurtre. Le professeur nous a répondu que c'était forcément une erreur, qu'Alcala avait été l'un de ses meilleurs étudiants et qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Tous ceux qui connaissaient Rodney Alcala ont été extrêmement surpris d'apprendre que c'était en réalité un dangereux assassin. Toutes les personnes interrogées n'ont rien de désobligeant à dire sur Alcala, et nul ne sait où il se trouve. Mais il ne tarde pas à réapparaître à l'endroit où l'on s'y attendait le moins. Et la série de meurtres va se poursuivre. À l'insu de la police, Alcala a fui la côte ouest pour se réfugier à New York. Rodney vivait désormais sous un faux nom. Cela pouvait être John Burger ou John Berger. C'était en fonction du type de personne qu'il était amené à rencontrer. Muni d'une fausse carte d'identité, Alcala s'inscrit comme étudiant de premier cycle à l'école de cinéma de l'Université de New York. L'un de ses professeurs s'appelle Roman Polanski. Il a récemment réalisé le film Rosemary's Baby. Par une tragique ironie du sort, Polanski perdra sa femme Sharon Tate ainsi que leur futur bébé l'année suivante, tué par les disciples de Charles Manson. Certes, Alcala était un monstre, mais au visage d'ange, avec un sourire ravageur. C'était quelqu'un de très charmeur et intelligent. Rodney Alcala avait énormément de charisme. Il savait s'y prendre pour séduire non seulement ses futures victimes, mais tout son entourage en général. Il avait un don pour faire mine de s'intéresser exclusivement à la personne avec qui il parlait en la regardant droit dans les yeux. Il savait comment donner à son interlocuteur l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Cornelia Creeley, une hôtesse de l'air, a été assassinée par Rodney Alcala durant son séjour à New York, alors qu'il avait fui après avoir commis un crime à Los Angeles. La police découvre son corps martyrisé en juin 1971. Elle a été violée et étranglée. Les enquêteurs mettront plusieurs décennies à prouver la culpabilité d'Alcala dans ce meurtre. À l'époque, il n'est même pas considéré comme suspect. Il peut donc continuer à donner le change et tromper son entourage. Il trouve rapidement un emploi comme moniteur dans un camp artistique pour adolescentes dans le New Hampshire. C'est vraiment étrange que Rodney Alcala ait pu devenir moniteur dans un camp d'été, de plus, exclusivement fréquenté par des jeunes filles. Il a fait ça pendant 2 saisons consécutives. Encore une fois, il a usé de tout son charme pour faire la différence durant l'entretien d'embauche. L'inspecteur de la police de Los Angeles, Steve Odell, n'a pas renoncé à mettre la main sur Alcala. Il a notamment convaincu le FBI de l'intégrer à la liste des 10 criminels les plus recherchés. Des avis sont placardés dans les bureaux de poste à travers le pays, y compris dans la petite ville du New Hampshire où Alcala travaille en tant que moniteur de colonie. Par un heureux hasard, lors d'un après-midi pluvieux dans le New Hampshire, 2 adolescentes se sont rendues au bureau de poste local et ont regardé les avis de recherche du FBI. Et elles ont immédiatement réagi en disant « Mais c'est notre moniteur, là, Monsieur Burger ». Et elles étaient absolument formelles. Le FBI a donc été contacté. Ils ont arrêté Alcala. On m'a appelé en me disant « Il est en garde à vue, venez le chercher ». L'inspecteur Odell reconduit Alcala à Los Angeles afin qu'il soit jugé dans l'affaire Tali Shapiro.
Il est resté plutôt silencieux durant tout le vol, mais sans se départir de sa cordialité, comme s'il se fichait royalement de ce qui lui arrivait et que tout ça n'était qu'une grossière erreur. Il était détendu, calme, totalement serein. Il n'avait pas l'air de s'inquiéter du tout. On est rentré, on l'a embarqué, placé en garde à vue, et le processus judiciaire s'est enclenché. La famille de la première victime connue d'Alcala, Tali Shapiro, qui avait miraculeusement survécu à un viol et une tentative de meurtre en 1968, a déménagé au Mexique. Pour ce crime, Alcala est condamné en fonction de son état psychiatrique à une peine allant d'1 an de réclusion à la perpétuité. Après moins de 3 ans d'emprisonnement, Rodney Alcala subit une expertise psychiatrique qui conclut que son état s'est sensiblement amélioré. Il est libéré en 1974. Il aurait pu rester en prison jusqu'à la fin de ses jours. Mais au bout de 2 ans et demi, un psychologue a décrété qu'il ne représentait plus de danger pour les femmes ou les enfants. D'une certaine façon, ça ne me surprend pas. C'était vraiment un beau parleur. Il n'avait aucun mal à manipuler non seulement les petites filles et les jeunes femmes, mais aussi les hommes. C'était inné chez lui. Je suis convaincu qu'il a donné toutes les bonnes réponses aux psychiatres. Avec le recul, en y réfléchissant, je ne sais vraiment pas ce qu'il leur a pris. La libération de Rodney Alcala a eu des conséquences terribles, à savoir la mort de probablement plusieurs dizaines de personnes dans des circonstances totalement atroces. Rodney Alcala a été condamné, puis incarcéré pour abus sexuels sur mineurs. Il a réussi à convaincre son agent de probation qui ne risquait pas de prendre la fuite et lui a expliqué qu'il souhaitait se rendre à New York. Et l'agent de probation l'a autorisé à y aller. C'était vraiment incroyable ce don qu'il avait d'amadouer les gens pour obtenir ce qu'il voulait. À New York, Alcala utilise ses talents de photographe pour aborder sa prochaine victime, Helen Hoover. Elle a grandi à Beverly Hills. C'est la filleule des acteurs Sammy Davis Jr. et Dean Martin. La jeune femme est assassinée par Alcala en juillet 1977. Son corps ne sera retrouvé que plusieurs mois après. Une autre disparition mystérieuse se produit cet été-là. Christine Thornton, une jeune femme enceinte âgée de 28 ans qui vit au Texas, a décidé de partir en voyage à travers les États-Unis. Elle a dit à ses parents qu'elle allait chercher de l'or. Et ils ne l'ont plus jamais revue. Christine Thornton semble avoir disparu sans laisser de traces. Il faudra plusieurs décennies pour établir un lien avec Rodney Alcala et découvrir ce qui lui est arrivé. Rodney Alcala est rentré à Los Angeles. Fin 1977, Jill Barcombe vient d'arriver d'Oneida dans l'État de New York. Sur le principe, on pouvait la considérer comme une adolescente qui avait fugué. Elle était jeune, c'était les années 70, et elle n'a pas pris les meilleures décisions. Elle n'avait que 18 ans. À cet âge, c'était compliqué de vivre toute seule à Los Angeles. Malheureusement, elle avait été entraînée dans le milieu de la prostitution. C'était une très jolie fille. Je suis sûr qu'elle a dû attirer son attention. On pense qu'il l'a abordée puis fait monter dans sa voiture sur Hollywood Boulevard alors qu'elle était en train de chercher des clients. Je vous emmène? Ça dépend du chauffeur. Juste un gars sympa que ça dérangerait pas d'avoir une jolie fille à côté de lui. Il a peut-être eu recours à sa technique d'approche du photographe. On l'ignore en fait, mais ce serait logique. Il est monté vers Franklin Canyon Drive, dans les hauteurs de Hollywood Hills, jusqu'à un coin isolé à l'écart d'une route. Non, je vous en supplie! Il s'est débrouillé pour la neutraliser, de la façon qu'il employait le plus souvent avec ses victimes, en lui assénant un coup violent, en la frappant à la tête pour l'assommer et la maîtriser. Il a utilisé pas moins de 3 objets pour l'étrangler. Un bas en nylon, une ceinture et une jambe du pantalon qu'elle portait. Il tirait très fort dessus, puis relâchait pour qu'elle perde connaissance et qu'elle revienne à elle. Il se délectait de regarder ses victimes sombrer peu à peu, puis revenir à la vie. C'était sa façon à lui d'assurer son emprise sur elle. Le premier lien a dû casser et il a été obligé d'en utiliser non pas 1 ni 2, mais 3 en tout, afin de pouvoir la maîtriser, continuer à lui faire subir diverses tortures et violences sexuelles et lui imposer sa domination. Elle s'est défendue avec beaucoup de courage.
Finalement, il s'est emparé d'une pierre et lui a fracassé le crâne. La violence des coups était telle qu'elle a été totalement défigurée. Pour vous donner une idée, son frère a déclaré par la suite qu'elle était pratiquement méconnaissable. Un viol suivi d'un meurtre, c'est déjà quelque chose d'atroce. Or, dans ce cas, il ne s'agissait pas uniquement de ça, mais d'un véritable massacre. Il s'est montré cruel et bestial. Il n'a pas seulement pris sa vie, il voulait également s'assurer qu'il ne resterait rien d'elle. C'est ça le plus tragique. C'était une si belle personne, dans son cœur et son esprit. Le lendemain, le 10 novembre 1977, des agents de la police de Los Angeles interviennent à la suite d'un appel concernant un cadavre. Ils découvrent alors le corps de Jill Barcombe à proximité de Mulholland Drive. L'acteur Marlon Brando sera même interrogé par les policiers car il vit dans le quartier où le corps a été retrouvé. À l'époque, les enquêteurs s'efforcent de relier 11 affaires dans lesquelles des femmes ont été tuées et leurs cadavres abandonnés dans les collines de Los Angeles. Pour eux, le meurtre de Jill Barcombe pourrait avoir un lien avec les homicides perpétrés par celui que l'on a appelé l'étrangleur de Hillside. Le corps de la jeune fille a été mis en scène, ce qui constitue un indice crucial pour les policiers. Il l'a disposée d'une façon bien particulière, comme il le faisait pour toutes ses victimes. On pense que son objectif était de les prendre en photo après leur avoir donné la mort. Mais les clichés que Rodney Alcala aime tant réaliser sont bien plus que de macabres souvenirs. Ils vont servir à faire le lien avec un certain nombre de meurtres, résolus ou non, parmi les plus violents jamais commis. En 1977, Alcala ajoute Jill Barcombe, 18 ans, à la liste des victimes qu'il a brutalement violées et étranglées. Rodney Alcala était un assassin qui tuait des femmes avec une extrême violence. C'était vraiment un homme totalement abject. Aucun doute là-dessus. Il étranglait ces femmes jusqu'à ce qu'elles rendent pratiquement leur dernier souffle. Les laissait reprendre connaissance, puis il recommençait. C'est du sadisme à l'état pur. Il s'en délectait. Il se sentait tout-puissant. On ignore le nombre exact de victimes d'Alcala. Une grande partie des femmes figurant dans sa collection de photos n'ont jamais été identifiées. Ont-elles survécu? Ou sont-elles mortes de ses mains durant son parcours meurtrier dans les années 70? À l'automne 1977, Alcala décroche un emploi en tant que typographe au Los Angeles Times. Il a utilisé son vrai nom, mais a falsifié son CV. Ironie du sort, il a été embauché par un journal qui publiera bientôt des articles sur ses propres méfaits. Voici la une de demain. Une autre fille est morte. Elle a été tuée dans son propre appartement. La police n'a aucune piste. C'est flippant, tu trouves pas? Ouais, ça fait peur. J'espère qu'il sera vite arrêté. Ouais, moi aussi. Et si on retournait boire un verre ce soir? Avec plaisir. La prochaine victime d'Alcala a 27 ans et s'appelle Georgia Wicksteed. En décembre 1977, elle est découverte sans vie dans sa chambre. Elle a été violée et sauvagement frappée avec un marteau arrache-clous. Rodney Alcala n'est pas le seul tueur en série à sévir à Los Angeles à cette époque. Un autre meurtrier fait souvent la une des journaux. Il a été surnommé l'étrangleur de Hillside. Il se débarrasse souvent des corps de ses victimes dans les collines aux alentours de Los Angeles. Au vu de la situation, la police entreprend d'interroger tous les délinquants sexuels connus de la région. Et Rodney Alcala en fait partie. Il faut faire très attention avec les beaux parleurs, parce que ce sont les plus grands manipulateurs qui soient. Et quand ils en font vraiment trop, ça peut être un signe pertinent qu'ils ont quelque chose à cacher, ou qu'ils dissimulent un lourd secret. En général, la vérité se suffit à elle-même. On la reconnaît quand on l'entend. Si quelqu'un s'entête à proclamer qu'il dit la vérité, il vaut mieux se méfier. Il est probablement en train de mentir. Rodney Alcala a bien tué Jill Barcombe, mais les enquêteurs ne le découvriront que des années plus tard. Ils ont cru que la jeune fille avait été victime de l'étrangleur de Hillside et pas de cet individu qu'ils avaient interrogé. Ils ont imputé ce crime à l'étrangleur de Hillside. Effectivement, le mode opératoire était très similaire au vu de l'endroit où la victime avait été retrouvée et de ce que le meurtrier lui avait fait subir.
N'étant plus considéré comme un suspect, Rodney Alcala est relâché. Ce coup du sort va s'avérer fatal pour Charlotte Lamb, 32 ans. Son corps est retrouvé mis en scène dans la buanderie d'un immeuble en 1978. Bienvenue dans The Dating Game. C'est également cette année-là que Rodney Alcala est sélectionné pour participer à un célèbre jeu télévisé américain. La production de The Dating Game ne vérifiait pas les antécédents des candidats. Dans ces années-là, on pouvait aussi prendre l'avion sans être fouillé ou que les bagages soient contrôlés. C'était probablement l'époque qui voulait ça. En coulisses, les autres candidats prétendent que le comportement d'Alcala est loin d'être amical. Vous êtes acteur, c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous participez à un jeu télévisé? Oui. Et alors? Je vois. C'est exigeant comme rôle. Faisons connaissance avec nos 3 célibataires. Le célibataire numéro 1 est un photographe à succès qui s'est révélé quand son père l'a surpris dans la chambre noire à l'âge de 13 ans. Bien développé. Entre 2 prises, il aime faire de la chute libre ou de la moto. Un tonnerre d'applaudissements pour Rodney Alcala. C'était l'un des 3 célibataires, si vous connaissez le principe de l'émission. Une femme était assise derrière un panneau et leur posait des questions auxquelles ils répondaient. Et à la fin de l'émission, elle devait en choisir un pour un rendez-vous. Et cette fois-là, il y a eu un moment en particulier où la jeune femme a demandé au candidat de se comporter comme un vieux pervers qui voudrait lui demander de sortir avec elle. Et Alcala a émis une sorte de grognement, un bruit guttural, un peu comme une sorte de râle. Quand on sait qui il était vraiment et ce qu'il avait fait, ça fait froid dans le dos. C'est terrifiant. Comme le veut le style de l'émission, la candidate Cheryl Bradshaw pose des questions futiles auxquelles les célibataires donnent souvent des réponses pleines de sous-entendus. Elle demande par exemple à Alcala « Si tu constituais le plat principal pour le dîner, quel serait ton nom et à quoi ressemblerais-tu » Alcala répond, je cite, « Je suis une banane et j'ai l'air très appétissante. » Quand Cheryl lui demande s'il peut être plus précis, Alcala répond, je cite, « Pèle-moi ». L'émission touche à sa fin et Cheryl doit faire part de sa décision. Qui sera l'heureux élu? Est-ce que ce sera le célibataire numéro 1, le célibataire numéro 2 ou le célibataire numéro 3? Qui avez-vous choisi? Quand j'ai regardé l'extrait, je me suis dit, ce n'est pas possible. Elle ne va pas le choisir, lui. J'adore les bananes. Ce sera donc le célibataire numéro 1. Le célibataire numéro 1. J'étais complètement atterré. Félicitations, vous avez gagné haut la main. Cheryl Bradshaw semblait vraiment très enthousiaste et totalement sous son charme tout au long de l'émission. Mais quand ils se sont retrouvés en coulisses après la diffusion, elle n'a pas du tout apprécié la façon dont il la regardait et dont il tournait autour d'elle. Elle était effrayée. C'était comme s'il s'immisçait d'autorité dans son espace vital. C'était trop, et elle a finalement renoncé au dîner au restaurant ou au voyage gratuit en sa compagnie qui était offert en cadeau par l'émission The Dating Game. Elle s'est montrée très maligne en refusant définitivement de sortir avec lui, parce que ce sont ses propres mots. Il la terrifiait. Dépité d'avoir été rejeté, Alcala se remet en chasse. En février 1979, il fait monter dans sa voiture une autostoppeuse âgée de 15 ans, Monique Hoyt. Après avoir dormi chez lui, ils partent en excursion le lendemain. Il l'a emmenée dans la montagne en utilisant le prétexte auquel il avait souvent eu recours, à savoir la prendre en photo parce qu'il se disait photographe amateur. Alcala demande à Monique Hoyt de poser à plusieurs reprises. Une fois qu'il a détourné son attention, il l'assomme d'un coup à la tête. Puis il la viole. Quand elle revient à elle, Monique est ligotée et Alcala est en pleurs. Il était en sanglots, et c'est la seule preuve qu'on n'ait jamais eu que Rodney Alcala était capable d'exprimer des émotions. Monique doit se montrer habile et trouver rapidement une solution si elle veut survivre. Elle dit à Alcala qu'elle a passé une soirée très agréable la veille chez lui et qu'elle aimerait beaucoup recommencer. Sa ruse fonctionne. L'homme la détache.
C'est la seule femme qui a réussi à raisonner Alcala et à le dissuader de la tuer en discutant avec lui. Sur le chemin du retour, Alcala fait une halte pour aller aux toilettes. Monique reste seule dans la voiture. Elle en profite pour s'enfuir et contacte les autorités. Après avoir décrit son agresseur aux policiers, ces derniers lui présentent plusieurs photos d'individus correspondant à la description. Elle identifie sans mal Rodney Alcala. Puis elle est emmenée à l'hôpital pour y soigner ses nombreuses blessures. Rodney Alcala est rapidement appréhendé. Le dating game killer se retrouve enfin derrière les barreaux. Néanmoins, même les forces de police ne pourront pas l'empêcher de tuer de nouveau. Une multitude de victimes potentielles figure sur une collection de mystérieux clichés pris par Rodney Alcala, alias le dating game killer. Alcala a été surnommé ainsi depuis sa participation au célèbre jeu télévisé en 1978. Lors d'un incroyable rebondissement au cours d'un épisode ayant marqué les mémoires, la célibataire Cheryl Bradshaw avait choisi Alcala comme cavalier. L'année suivante, il est arrêté pour le viol de Monique Hoyt, alors âgée de 15 ans. Mais sa mère paye la caution et il est libéré de prison en mars 1979. Celui qui attend d'être jugé pour le viol de Monique Hoyt est pour l'instant un homme libre. Jill Parento, une jeune femme de 21 ans, originaire de Burbank en Californie, sera sa prochaine victime. Alcala aurait été aperçu dans un bar en train de bavarder à plusieurs reprises avec Jill et l'une de ses amies et leur aurait demandé de danser avec lui. Par la suite, bien que personne ne sache combien de temps cela a duré, Alcala commence à suivre Jill Parento partout où elle va. Un soir de juin, elle rentre chez elle après avoir assisté à un match de baseball. Elle ignore que Rodney Alcala l'attend chez elle, tapi dans l'ombre. Il se jette sur elle et la roue de coups. Le corps de Jill Parento est découvert le lendemain. Il a été mis en scène comme pour les autres victimes d'Alcala. Elle était par terre contre le lit. Elle était nue, assise avec les bras repliés sous elle et des oreillers avaient été placés dans son dos pour faire ressortir sa poitrine. Jill Parento est pour l'instant la dernière victime d'une longue liste de femmes tuées par Rodney Alcala. Comme pour de nombreux meurtres précédents, il ne figurera pas sur la liste des suspects. Il peut donc échapper une fois encore aux autorités et continuer à arpenter le sud de la Californie en quête de nouvelles proies. Le 20 juin 1979, à Huntington Beach, Alcala croise le chemin de Robin Samsoe, 12 ans. Vous voyez le mot adorable? C'était tout Robin. Je crois que personne n'a jamais rien eu à dire de négatif sur elle. Comme il l'a fait si souvent par le passé, Rodney Alcala utilise le prétexte de sa passion pour la photo pour aborder Robin Samsoe et son amie Bridget Wilvert. Il leur a raconté qu'elle pourrait remporter un prix dans un concours de photos auquel il était censé participer. Il leur a dit qu'elles étaient vraiment très jolies ou habillées d'une façon qui ne pouvait que leur assurer la victoire. Jackie Young est une voisine de Bridget. Elle se trouve également à la plage ce jour-là et ce qu'elle voit la met tout de suite en alerte. Elle décide alors de raccompagner les deux fillettes chez elle. Il était soi-disant parti, mais manifestement, ce n'était pas le cas. Il a suivi Robin, qui devait se rendre à un cours de danse. Après être rentrée de la plage, elle a emprunté le vélo de Bridget pour ne pas être en retard à son cours. On ignore ce qui s'est passé ensuite, mais Robin n'est jamais arrivée à l'école de danse. C'est ce jour-là qu'elle a été enlevée. À un moment, après qu'elle était partie de chez son ami, Rodney l'a aperçue. Il l'a certainement suivie avant de l'inviter à monter dans sa voiture. Elle l'avait vue à la plage. Elle ne s'est pas méfiée. J'ai appelé la police et je leur ai dit « Ma fille est disparue ». Et là, ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas prendre ma plainte avant 24 heures. Donc, ils n'ont signalé l'enlèvement que le lendemain matin. Il va s'écouler plusieurs jours avant que les autorités ne découvrent ce que Rodney Alcala a fait subir à Robin Samsoe. Il l'a tué puis s'est débarrassé du corps dans les collines au-dessus d'Altadena. Il avait été dévoré par des charognards. Les ossements ont été retrouvés 15 jours après. Quand on a découvert sa dépouille, il ne restait pratiquement plus rien. Marianne, la mère de Robin, apprend la terrible nouvelle.
Le sergent Jenkins est arrivé et m'a dit « On a trouvé Robin ». Alors, j'ai attrapé mon sac à main et j'ai répondu « Allons-y ». Il a dit « Mais où ça ?»« Voir Robin, bien sûr. »« Madame, ce n'est pas possible. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « Ce n'est pas une bonne idée de la voir dans cet état. » J'ai rétorqué « Mais c'est mon droit. » Il a répliqué « Madame, cela nous a pris 3 jours pour l'identifier. » J'étais hors de moi, j'ai hurlé « 3 jours ! Il y a tellement de petites filles aux longs cheveux blonds qui disparaissent en Californie pour que ça vous prenne 3 jours ?» Il a répondu « Mais madame, vous ne comprenez pas. Il n'y avait plus de cheveux. » Bridget, l'amie de Robin, fait une description du photographe rencontré sur la plage à un portraitiste collaborant avec la police. Le portrait robot est largement diffusé. Après la disparition de Robin, une importante conférence de presse a été donnée dans le sud de la Californie, à Riverside. L'agent de probation d'Alcala a vu le portrait robot et en l'étudiant, il s'est dit « C'est lui, on le tient ». Le 24 juillet 1979, la police arrête Rodney Alcala dans sa maison de Monterey Park où il vit avec sa mère. Ils l'ont installé dans une pièce pour que sa sœur puisse venir le voir et lui parler, et ils ont enregistré tout ce qu'ils se sont dit au cours de leur conversation. Alcala raconte à sa sœur Christine qu'il a loué un box de stockage à Seattle et que quelqu'un doit y aller pour en retirer ce qu'il contient. Les enquêteurs ont enregistré la conversation à son insu. Ils se rendent alors à Seattle pour récupérer les objets qu'Alcala avait cachés. Dans le box, ils découvrent des dizaines de photos. Les policiers ont mis la main sur environ 1700 clichés, principalement de femmes et de jeunes filles, et aussi de quelques garçons. Ils étaient tous dissimulés dans le box qu'il avait loué à Shoreline, qui est situé dans la banlieue nord de Seattle. Une pochette remplie de bijoux et de boucles d'oreilles est également découverte. C'étaient les trophées qu'Alcala avait pris sur ses victimes après les avoir tuées. Il y avait des dizaines de bijoux, autant de souvenirs ayant appartenu aux victimes. Et parmi eux, les boucles d'oreilles que portait Robin Samsoe le jour de sa disparition. Rodney Alcala plaide non coupable pour le meurtre de Robin Samsoe. À l'issue de son procès, en 1980, il est condamné par le jury. Malgré un procès en appel et 2 verdicts annulés, il est resté incarcéré. En 2010, Alcala est en prison depuis 30 ans et les techniques d'identification de l'ADN ont fait de tels progrès que les enquêteurs ont réussi à le relier à de nombreuses affaires de meurtre. Ces preuves permettent aux procureurs des comtés d'Orange et de Los Angeles d'ordonner une jonction d'instances. On a eu des correspondances ADN dans le comté de Los Angeles. Un ADN retrouvé sur 4 scènes de crimes liées à des femmes assassinées dans les années 70 a été identifié comme étant celui de Rodney Alcala. Les 4 victimes étaient Jill Barcombe, Georgia Wicksteed, Charlotte Lamb et Jill Parento. Toutes ont été violées et tuées par Alcala. Près de 30 ans après sa première condamnation dans l'affaire Robin Samsoe, Rodney Alcala est jugé pour le meurtre de la fillette et des 4 autres jeunes femmes reliées par son propre ADN. Durant le procès, Alcala assure lui-même sa défense. C'est très rare de voir ça durant un procès. On l'a autorisé à se défendre lui-même. Et il a eu la possibilité de poser des questions aux familles de ses victimes. C'est tout simplement scandaleux. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à me contenir, parce qu'il me regardait avec un air cynique en affichant un sourire narquois. Je n'avais jamais rien vu d'aussi répugnant, et je peux vous dire qu'il a vraiment savouré chaque instant. Après 2 jours de délibération, le jury déclare Alcala coupable des 5 meurtres. Ce verdict a définitivement mis un terme aux terribles agissements du dating game killer. Mais les mystérieuses photos qu'il avait cachées semblent indiquer qu'il a fait de nombreuses autres victimes. Il est possible que l'on en découvre bien d'autres. Cette collection de clichés dérangeants a été retrouvée dans un box de stockage qui appartenait à Rodney Alcala, le tueur en série surnommé le Dating Game Killer. Après plusieurs procès, Alcala a été déclaré coupable de 5 homicides en 2010. Mais selon les experts, son parcours meurtrier serait bien plus lourd.
On ignore encore à ce jour combien de personnes il a tuées en réalité. La police a découvert environ 1700 photos, en majorité des femmes ayant posé pour lui. Par conséquent, on estime qu'il aurait fait au moins 130 victimes. Durant sa longue incarcération dans le couloir de la mort de la prison de Saint-Quentin, il a été prouvé que Rodney Alcala était coupable de 2 meurtres pour lesquels il était soupçonné depuis longtemps. En 2012, il avoue avoir tué Cornelia Creeley et Ellen Hoover à New York, respectivement en 1971 et 1977. Aujourd'hui, les enquêteurs tentent encore de relier Rodney Alcala à de nombreuses affaires non classées à l'aide des photos retrouvées dans son box à Seattle. Quand ils ont dû examiner les clichés découverts dans le box, les policiers ont décidé de créer un site internet et de poster toutes les photos dessus, dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse l'une de ces personnes et se manifeste pour mettre un nom sur un visage. Un certain nombre sont sortis de l'ombre grâce à la publication de ces clichés sur le site internet dédié. Ces photos nous ont permis de résoudre un grand nombre d'affaires. Plus d'une vingtaine de femmes ont été formellement identifiées sur les photos. Et plusieurs familles ont reconnu des proches, femmes et enfants, portés disparus depuis des années. L'une des victimes avérées était une jeune femme du nom de Christine Thornton. Christine Thornton avait 28 ans et était enceinte de 6 mois. Elle avait disparu en 1977. Elle avait dit à ses parents qu'elle partait chercher de l'or. Christine Thornton a rencontré Rodney Alcala durant son périple, comme en atteste cette photo prise par le tueur et retrouvée parmi sa collection. Quand les clichés d'Alcala ont été publiés dans l'objectif d'identifier des victimes potentielles, Cathy Thornton a reconnu sa sœur disparue Christine et a alerté les autorités. La dépouille alors anonyme de la jeune femme a été découverte par un éleveur dans le Wyoming en 1982. L'affaire est restée au point mort pendant plusieurs décennies, jusqu'à l'obtention d'une correspondance ADN et l'identification de Christine Thornton grâce à la photo d'Alcala. Il a fallu attendre 40 ans pour résoudre cette affaire d'homicide, pour que ce corps retrouvé fin des années 70 et qui n'avait toujours pas été identifié soit relié à Rodney Alcala et qu'un nouveau meurtre lui soit attribué. Rodney Alcala a été inculpé de l'assassinat de Christine Thornton en septembre 2016. La publication des photos d'Alcala a incité les autorités aux 4 coins des États-Unis à réexaminer des affaires non élucidées pouvant être reliées au tueur en série. Parmi elles, la disparition de Pamela Jean Lampson en 1977 après sa rencontre avec un mystérieux inconnu dans le quartier de Fisherman's Wharf à San Francisco. L'homme que Pamela Jean Lampson était censée retrouver à Fisherman's Wharf était photographe. Après ce tête-à-tête, elle n'est jamais rentrée chez elle. Son corps est retrouvé le lendemain. Elle a été étranglée. Rodney Alcala est également considéré comme un suspect potentiel dans la disparition et le meurtre de 2 jeunes femmes à la fin des années 70 à Seattle, Joyce Gaunt et Antoinette Whitaker. Le mode opératoire des 2 homicides rappelle celui d'Alcala, et sa collection de photos a été retrouvée dans cette même ville. En 2010, la police de Seattle a décidé d'ouvrir une enquête concernant ces 2 jeunes filles disparues et leur possible lien avec Rodney Alcala. Je pense que malheureusement, on ne saura jamais combien de personnes en tout ont été agressées ou tuées par Rodney Alcala. Premièrement, parce que l'homme incarcéré était très âgé. Et deuxièmement, parce qu'on ne parviendra peut-être jamais à réunir suffisamment de preuves pour le relier aux victimes. Qui d'autre avez-vous encore tué et où sont leurs corps? Les familles ont besoin de savoir pour tourner la page. Voilà ce que je lui dirais. Une plaque commémorative à la mémoire de la dernière victime de Rodney Alcala, Robin Samsoe, a été installée à Huntington Beach, près de l'endroit où il l'avait enlevée en 1979. On m'a demandé ce que je souhaitais voir inscrit sur la plaque. J'ai répondu « Mettez ce que vous voulez concernant Robin, mais je ne veux pas que son nom à lui y figure. Il n'a pas sa place sur cette plaque. Elle est pour ma fille. » J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ces survivantes et ces familles qui se sont accrochées toutes ces années et qui ont tenté de lui faire assumer la responsabilité de ses actes. Ce sont des gens bienveillants et courageux qui n'ont jamais cessé d'aimer leurs proches et de penser à eux.
J'espère seulement que grâce à ces procès, ils pourront enfin avancer et retrouver la sérénité qu'ils avaient perdue pendant tout ce temps à cause de lui.